bienvenue et au nom du Club des jeunes hypertensiologues, bienvenue à cette session de cas cliniques. On va essayer de faire quelques questions, un cas clinique pour argumenter un petit peu la prise en charge de notre patiente et sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'HTA pendant la grossesse et après la grossesse. Alors juste, je vous remets diapositive pour participer aux questions. Il y aura 3 questions moi pour mon cas clinique qui seront les réponses. Ce ne sera pas forcément des réponses figées, ce sera des propositions que j'ai faites, argumentées. Alors, c'est un cas qui est quasiment tiré de la réalité. On est appelé par une collègue gynécologue qui vient de voir pour la première fois une patiente de 42 ans. C'est sa première grossesse obtenue par FIV, et elle est à 22 semaines d'aménorrhée. C'est la deuxième échographie classique de la grossesse. Dans ses antécédents, elle a un surpoids, un tabagisme qui était actif jusqu'au début de la grossesse, qu'elle a arrêté, et une histoire familiale d'hypertension artérielle. Elle souhaite notre avis sur une hypertension artérielle qui a déjà été suspectée par son médecin traitant une semaine avant, à des chiffres tensionnels élevés. Et puis là, lors de l'échographie, elle mesure une pression artérielle à 148/92 qu'elle a répétée dans des conditions un peu plus au calme après l'échographie et qui confirme cette pression artérielle à 148/92. Il n'y a pas de protéinurie et la fonction rénale qui a été faite quelques jours avant est strictement normale. Et l'échographie obstétricale ne montre pas de retard de croissance intra-utérin et tout se passe bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut lui répondre à ce moment-là face à cette jeune, mais pas si jeune que ça puisqu'elle a 42 ans pour une grossesse et qui a une hypertension artérielle en consultation. Est-ce qu'on rassure la patiente et on va surveiller la pression artérielle, soit son médecin généraliste, soit lors de la prochaine échographie, soit on met en place une surveillance à domicile par une sage-femme, soit on lui propose de faire des automesures tensionnelles à domicile, on traite d'emblée ou c'est plusieurs réponses possibles, on débute l'aspirine en prévention de la prééclampsie. Je vous laisse. Alors ça vote. Répondre. Vous êtes 48 connectés. Et bien sûr, il peut y avoir plusieurs réponses. 12 votes. On se donne encore 10-15 secondes. On vous laisse voter rapidement. Et puis Allez, encore 5 secondes. Dernier vote. Donc, résultat des votes, 3% on rassure la patiente et on surveille la pression lors de la prochaine échographie. Réponse 2, 12% mise en place d'une surveillance. Réponse 3 a retenu votre attention, 79% automesure tensionnelle à domicile. Réponse 4, vous êtes 32% à introduire un traitement antihypertenseur. Et réponse 5, vous êtes 21% à proposer de débuter l'aspirine. Je te laisse la suite, Mathieu. Bon. Moi, je vais essayer de vous argumenter mes propositions qu'on verra à la fin. Alors, juste, beaucoup de mes diapos vont se baser sur l'ESC 2024 qui a synthétisé l'ensemble des recommandations européennes de l'hypertension. Et il y a un chapitre quand même qui est dédié à l'hypertension artérielle de la grossesse. Et une petite partie qui dit « Attention, les appareils automatisés ne sont pas tous validés pendant la grossesse et il n'y en a que quelques-uns. Il y a un site sur lequel on a la liste des appareils validés. Et finalement, très peu sont validés en automatique parce que souvent, ils surestiment la pression artérielle de la femme enceinte. Et donc, les recommandations européennes disent qu'il faut se baser théoriquement sur une mesure auscultatoire de consultation pour la grossesse. Et l'autosurveillance à domicile n'a pas encore montré et prouvé son efficacité dans le diagnostic d'une hypertension artérielle. Et donc la définition de l'ESC, de l'hypertension artérielle gravidique, c'est une hypertension artérielle à plus de 140/90 en consultation et répétée à plusieurs temps d'intervalle, sauf si on a une hypertension artérielle sévère, où ça sera lors de la même consultation à 15 minutes d'intervalle. Donc, pour moi, j'avais mis pas d'automesure tensionnelle, même si je pense que c'est fait en pratique, mais
on ne peut pas encore valider absolument l'automesure tensionnelle dans le dépistage de l'hypertension artérielle gravidique. Alors, est-ce qu'on met de l'aspirine chez cette patiente? Alors, l'aspirine en prévention de la prééclampsie dans l'hypertension artérielle, qu'elle soit chronique et en plus gestationnelle, elle n'a pas encore sa place, elle n'a jamais montré son efficacité en termes de prévention. Il y a une étude en cours qui s'appelle SHAZAP, qui va essayer contre placebo de voir si l'aspirine protège de la prééclampsie chez toute patiente hypertendue chronique avant la grossesse. Pour l'instant, elle est en cours. Et puis en plus, chez cette patiente, l'aspirine, on est à 22 semaines, l'aspirine n'a jamais montré son efficacité après 20 semaines d'aménorrhée. Donc doublement non, on ne met pas d'aspirine chez cette patiente puisqu'on est dans une hypertension artérielle seule, pas d'antécédent particulier auparavant, et on est à plus de 20 semaines d'aménorrhée. Cette étude, SHAP, c'est celle qui a un peu modifié les prises en charge depuis 2022 de la prise en charge de l'hypertension artérielle gravidique chez la femme, donc, où ça a été démontré que traiter dès 140-90 faisait mieux que traiter à partir de 160-105 en termes de, alors c'est un critère composite, mais de prééclampsie, accouchement prématuré et mort fœtale in utero. Ça a diminué grandement ce critère composite sans augmenter le risque de retard de croissance intra-utérin, puisqu'avant on avait peur de traiter un petit peu trop, de façon importante, l'hypertension et d'hypoperfuser le placenta et de faire des retards de croissance intra-utérin. Cette étude montre qu'on n'a que du bénéfice et pas plus de risque à traiter à 140-90. Et donc dès à présent, depuis 2022, on traite la pression artérielle dès 140-90 chez la femme enceinte. Et donc, moi, j'avais proposé de débuter un traitement antihypertenseur et puis de surveiller par la suite régulièrement. Et ce qui se fait assez facilement, c'est par sage-femme à domicile. On introduit un traitement par l'abétolol, mais je rappelle qu'on a plusieurs possibilités de traitement antihypertenseur pendant la grossesse. Le nicardipine, l'oxène, l'alpha-méthyldopa, l'aldomètre, beaucoup moins le nanifidipine, l'adalate, qui est moins bien toléré. Et je rappelle la contre-indication aux IEC et RA2. Et puis finalement, cette patiente à 33 semaines d'aménorrhée va développer une prééclampsie sévère avec une hypertension artérielle qui n'est plus contrôlée, une protéinurie significative et tous des signes cliniques de sévérité de la prééclampsie associés à un début d'insuffisance rénale, une thrombopénie. On n'est pas loin du HELP syndrome. Avec à l'échographie, un retard de croissance intra-utérin. Donc là, c'est une prise en charge urgente obstétricale. C'est eux qui gèrent. Avec tentative d'adaptation du traitement antihypertenseur en intraveineux, mais la solution, ça va être surtout de faire accoucher par une césarienne, souvent. Et donc, elle accouchera à 34 semaines d'aménorrhée, et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, on va la revoir à 3 mois. À 3 mois, le traitement antihypertenseur est arrêté à la sortie de la maternité, puisque rapidement, ça s'est amélioré. Elle va bien, elle nous reconsulte, et on trouve une pression artérielle à 145-92 en consultation. Cette fois-ci, que faites-vous? Alors, on peut proposer une automesure tensionnelle, un bilan sanguin à la recherche d'antiphospholipides, un bilan lipidique, un bilan glycémique, une information du risque de récidive de prééclampsie, une information sur le risque d'HTA futur. Il y a 6 réponses possibles et vous pouvez répondre à... Vous avez tous les choix possibles. Les votes sont ouverts. Donc là, elle a 145-92 de pression artérielle en consultation. On est à 3 mois de l'accouchement. On a encore 10-15 secondes, mais il y a déjà la moitié des inscrits qui ont voté. Encore quelques votes. Très bien. Alors, donc réponse 1, automesure tensionnelle pour 82% d'entre vous. Bilan sanguin, recherche d'antiphospholipides pour 21% d'entre vous. Le bilan lipidique, 68%. Le bilan glycémique, 71%. L'information sur le risque de récidive, 56%. Et l'information sur le risque d'HTA, 76%.
Mathieu? Toutes les réponses sont quasiment validées. C'est ça? Alors, sauf le bilan d'antiphospholipide. Alors, juste, tout désordre hypertensif de la grossesse doit nous faire considérer cette patiente comme à risque d'hypertension artérielle ultérieure. On a de nombreux registres. Ce registre danois a évalué sur 10 ans 500 000 patientes qui ont fait un désordre hypertensif de la grossesse. Et on voit que les patientes sont 3 à 4 fois plus à risque de développer une hypertension artérielle dans les 10 ans, et plus particulièrement si cette grossesse s'est déroulée après 40 ans. Donc le fait d'avoir un désordre hypertensif, tout désordre hypertensif, même une HTA gestationnelle, augmente le risque d'HTA à moyen terme, à long terme, mais très rapidement et finalement dès la première année. Et donc il ne faut pas louper cette première année de dépistage de l'hypertension artérielle, soit persistante, soit qui va se développer après l'accouchement. Donc on aurait fait une automesure tensionnelle pour cette patiente et on va l'informer quand même du risque potentiel d'HTA dans l'avenir. Alors, les désordres hypertensifs favorisent le risque d'hypertension artérielle, mais favorisent aussi la morbidité cardiovasculaire. Une revue de littérature avec 28 millions de patientes montre que la prééclampsie augmente le risque de morbidité cardiovasculaire d'un rapport de 2,7, d'une mortalité cardiovasculaire d'1,7, d'AVC de presque 3 et d'infarctus de 2. On a la même chose pour la démence, pour l'arythmie, pour l'insuffisance cardiaque. Donc la prééclampsie augmente. Alors, le désordre hypertensif, mais plus particulièrement la prééclampsie, augmente le risque cardiovasculaire à long terme de la patiente. Et on se doit quand même, je pense, de dépister l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire. Et une glycémie et un bilan lipidique me semble, alors peut-être on est un peu proche du postpartum, enfin, me semble adapté chez cette patiente. Alors après, aussi, je pense que lors de cette consultation, alors on peut être encore un peu proche, 3 mois, on peut le faire à 6 mois, mais on doit l'avertir, cette patiente, du risque de récidive de désordre hypertensif pour la future grossesse. On a quelques études qui montrent que le fait d'avoir fait un désordre hypertensif, on est à 20 à 30% de risque de récidive pour la future grossesse, et plus particulièrement si ce désordre hypertensif était sévère, une prééclampsie, un HELP syndrome, et précoce. Donc plus le désordre hypertensif est sévère et précoce, plus le risque de récidive est important, et on frôle les 30%. Alors il faudra adapter la prévention, aspirine, et si on a un syndrome des antiphospholipides, avec cette maladie auto-immune qui favorise l'atteinte placentaire, vasculoplacentaire, on doit renforcer la prévention pour limiter le risque de récidive. Donc pour cette patiente, moi j'aurais fait le bilan d'antiphospholipides et l'avertir du risque de récidive potentielle de la prééclampsie, et on adaptera la prévention en fonction des résultats. Donc moi j'aurais coché toutes les réponses, mais c'est ce qui a l'air d'être sorti quand même des votes. Bon, on reçoit tous les résultats, et puis l'automesure tensionnelle est à 133,82. Elle n'a pas d'antiphospholipides, la glycémie veineuse est normale, elle a un bilan lipidique quand même. Ça, c'est la vraie vie. LDL à 1,91, quand même, qui me semble un peu élevé, un cholestérol total à 2,68, un HDL qui est plutôt bien, et puis elle a repris à fumer. Que proposez-vous pour cette patiente? C'est ma dernière question. Est-ce qu'on fait une nouvelle automesure? On attend 6 mois, 1 an. Soit on débute un traitement antihypertenseur, et si on débute un traitement antihypertenseur, est-ce qu'on fait une bithérapie, une monothérapie? Allez-y, vous pouvez voter, c'est déjà ouvert. J'ai déjà des votes. Allez, la moitié d'entre vous a déjà voté. On se donne encore 10-15 secondes. Donc, 47% d'entre vous proposent une nouvelle automesure en 6 mois. Il n'y a aucun vote pour le début d'un traitement anti-hypertenseur. Mais il y a des votes pour le début d'une bithérapie et le début d'une monothérapie. On peut voter plusieurs fois. Donc, il y a quand même, on va dire, un quart d'entre vous qui proposent une bi ou une monothérapie. Voilà.
Donc c'est partagé. Alors les recommandations de l'ESC sont intéressantes en ce point-là. C'est cette classification en 3 parties des niveaux de pression artérielle. Et ce qui va être très intéressant pour ces jeunes patientes, on est non hypertendu si on a une automesure tensionnelle inférieure à 120/70. On est hypertendu, ça c'est du classique, à plus de 135/85. Et on est dans ce groupe d'élévation de la pression artérielle entre 120 134 de systolique et 70/84, là où se trouve notre patiente. On appelle élévation de la pression artérielle, peut-être préhypertension, j'en sais rien. Mais c'est ce groupe qui, moi, me semble le plus intéressant. C'est là où on doit décider ou pas d'un traitement en évaluant au cas par cas, en fonction de la patiente qu'on a en face de nous. Alors cette patiente, elle fume, elle a un LDL cholestérol qui est élevé, voilà, mais on se retrouve à cette patiente-là, élévation de la pression artérielle. Elle n'a pas d'insuffisance rénale, pas de diabète, pas de maladie d'hypercholestérolémie familiale, donc on va devoir calculer son score de risque d'événements cardiovasculaires à 10 ans, le score 2, et elle, comme elle est jeune, elle a 2,4% de risque d'événements cardiovasculaires à 10 ans, donc un risque faible. Et donc on est là, et les recommandations proposent pour l'instant de rester à des règles diététiques de l'activité physique, et bien sûr de ne pas oublier de surveiller la pression artérielle régulièrement. Et donc pour cette patiente, pour l'instant, j'aurais proposé une automesure tensionnelle régulière, peut-être à 6 mois, pour voir si elle ne bascule pas dans l'hypertension artérielle. Alors, je finis. Les désordres hypertensifs de la grossesse sont vraiment fréquents. Maintenant, on doit traiter toute hypertension artérielle de la grossesse dès 140/90, sans risque d'hypoperfusion placentaire, de retard de croissance. Donc, il ne faut pas négliger cette hypertension artérielle, même modérée, pour diminuer le risque de prééclampsie et de prématurité. Et surtout, moi, ce qui me semble important, c'est ne pas négliger le suivi tensionnel à distance et ce risque cardiovasculaire à surveiller chez cette femme qui a fait un désordre hypertensif de la grossesse. Et donc, tout HTA gestationnel, le prééclampsie, doit être considéré comme un signal d'alarme sur la santé hypertensive, mais cardiovasculaire de la femme. Et on se doit de faire une information de la patiente, une éducation, un dépistage de l'ensemble des facteurs de risque et un suivi au long cours en association cardiologue, médecin généraliste, néphrologue, etc., en fonction de ce qu'on trouve lors de nos premières consultations. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. C'était comme d'habitude très bien. On a le temps pour une question, si elle est brûlante. Et Sophie. On n'a pas de micro. Il est au fond, mais tu parles fort. Alors, on a fait ça, enfin, nous, à Nantes, on a cette cohorte de patientes, alors prééclampsie, plus que la désordre hypertensif global, mais on a beaucoup de patientes qui ont une prééclampsie, on a plus de 1000 maintenant. On a fait des bilans sur les 300 premières patientes d'HTA secondaire chez toute patiente qui présentait une prééclampsie, qu'elle persiste hypertendue ou pas. On n'a pas trouvé plus que on n'a pas trouvé de surreprésentation d'un hyperaldostéronisme primaire ou autre. Donc, je pense qu'il faut le réserver aux patientes qui restent hypertendues ou qui vont le développer. Et donc, on revient à dépistage d'une cause sur une HTA du sujet jeune. Mais on l'a fait chez toute patiente qui avait fait cette prééclampsie. On n'a pas trouvé de surreprésentation d'une sténose artère rénale ou d'un hyperaldostéronisme.